Oluchosun, la plus grande décharge publique d'Afrique. Au cœur de Lagos, la plus grande ville du Nigeria. 36 degrés à l'ombre. Pauvreté et misère. Des centaines de personnes fouillent les détritus. La décharge leur permet de survivre, mais elle est aussi une opportunité d'avenir. L'endroit a l'air assez apocalyptique, mais c'est un lieu d'affaires. C'est comme ça que ces gens gagnent leur vie. Je m'appelle Dirty Boy. Dirty Boy, Je ramasse les ordures. enchanté. Est-ce cela le renouveau africain? Le tremplin vers un avenir meilleur? Lagos, Afrique de l'Ouest. Une mégapole en perpétuelle croissance, où chacun s'active pour trouver sa place dans un système économique encore méconnu. Le système D. Il y a quelques années, j'avais déjà estimé la valeur économique du système D, que j'appelle aussi l'économie informelle, à 10 000 milliards de dollars, l'équivalent du budget d'une superpuissance mondiale. Lagos, au sud-ouest du Nigeria, est la ville la plus peuplée d'Afrique. Construite pour 200 000 habitants, elle en abrite sans doute aujourd'hui plus de 18 millions. L'écrivain et journaliste américain Robert Newhirst a vécu à Lagos. Il a étudié le système économique local qu'il appelle système D, D comme débrouillardise. Un système qui permet aux habitants d'assurer leur subsistance avec des moyens rudimentaires et grâce à des idées originales. Ici, il n'y a quasiment aucun moyen de réfrigérer les boissons. C'est pour ça qu'il y a tous ces vendeurs. À New York, nous irions chercher de l'eau fraîche dans une supérette. À Lagos, il n'y a pas de supérette. Et encore moins ici, à Oshodi. Donc, l'eau vient à vous. Robert a rendez-vous avec Ario Adesanya, qui travaille sur l'un des marchés locaux. Bonjour, Ario. Je suis très heureux de rencontrer quelqu'un qui a travaillé au marché et qui pourra nous le faire visiter. Ouais, D'accord. oui, très heureux moi aussi. On peut aller faire un tour dans le marché? Ouais. C'est parti. Ça, c'est le marché de l'électronique d'Oshodi, un quartier de Lagos. C'est bruyant, exigu, et il fait très chaud. Normal, ici l'électricité est fournie par des générateurs. Avant de pouvoir pénétrer dans le marché avec son équipe de tournage, Robert doit obtenir l'autorisation du chef local. Bonjour, monsieur. Je suis très honoré. Oui, moi aussi. Ok, Soyez le bienvenu. merci. C'est un marché assez ancien. Il a été fondé en 1979. En gros, combien y a-t-il de commerces ici, dans ce marché? Pardon? Le nombre de commerces.
Ah, ok. Le nombre de vendeurs dans ce marché est d'environ 6000. 6 000? Oui, 6000. Il y a beaucoup de monde. Et donc, vous nous donnez la permission de tourner dans le marché? Oui, oui. Et vous garantissez notre sécurité? Oui, je garantis votre sécurité. Vous pouvez vous déplacer librement, comme un Nigérian. Je suis un Nigérian, alors. Merci beaucoup. Le chaos n'est qu'apparent. Tout est parfaitement organisé. Une hiérarchie très stricte règne entre les vendeurs. 2500. Ok. Lecteurs de DVD, ordinateurs, téléviseurs, chaînes IFI. Les affaires sont florissantes. Dans le système D, les affaires se concluent sur une poignée de main. Sans contrat, ni taxes, ni régulation par l'État. La plupart des produits viennent d'Asie. Vous avez été en Chine? Oui. Combien d'appareils vous avez, plus ou moins, dans votre magasin? 3000. 3000. Donc vous vendez en gros, pas au détail. Oui, c'est de la vente en gros. Dans tout le Nigeria? Oui. Au Nigeria, 80% de l'activité économique échappe à toute comptabilité. La plupart des gens travaillent dans l'économie informelle. C'est ce qui maintient le pays à flot. Lorsque vous avez 4 personnes sur 5 qui travaillent en dehors de toute comptabilité, parler des entreprises officielles n'a aucun sens. Si vous voulez parler de la croissance et du développement économique du Nigeria, il faut parler de son économie informelle. L'économie informelle africaine repose donc sur le système D. Pour Robert, ces échoppes, faites de briques et de brocs, sont le moteur du développement économique local. Robert, voici Ekene. Ekene, voici Robert. Comme vous voyez, lui aussi est technicien. Un client se présente. Bonjour, quel est le problème? Ça fonctionne plus. Ok, ça ne fonctionne pas? Non, non. La boutique d'Ekene et d'Ario fait 1 mètre sur 3. Et tous ces éléments, qui ressemblent à des déchets électroniques, sont en fait des pièces détachées de rechange. En 3 minutes, Ekene a trouvé l'origine de la panne. Ok, regardez, il y a un problème avec la lentille. Elle n'est plus bonne. Et vos pièces détachées, d'où viennent-elles? Quand il nous manque une pièce, on va voir des collègues qui font la même chose que nous, qui vendent des lecteurs de DVD ou du matériel IFI. On leur demande la pièce qui nous manque et on leur achète. La lentille défectueuse a été remplacée. Le lecteur de DVD est réparé. Coût de l'intervention, 1,50 €. Ekene offre à ses clients de l'électronique à petit prix. Vous avez fait une formation en électronique? Je m'intéresse à l'électronique depuis le secondaire. Donc ça fait environ 6 ans que je fais ça. 6 ans. Oui, Alors vous êtes une sorte d'expert. oui, je suis un expert. Par la grâce de Dieu, je suis un expert. Dieu nous offre les opportunités de nous élever. Salut Jimmy. Salut! Robert est de retour à la décharge. Il a rendez-vous avec Jimmy Odukoya, un employé du service local de gestion des déchets. Jimmy est le chef officiel de la décharge. Chaque jour, 850 camions déversent plus de 2500 tonnes de détritus. Les collecteurs de déchets, les cueilleurs, comme ils aiment à se nommer, recherchent tout ce qui est réutilisable. La décharge est une mine à ciel ouvert où ils trouvent de quoi assurer leur survie, dans la chaleur et la puanteur. Comment sont vos relations avec les ramasseurs de déchets?
Au début, on ne voulait pas d'eux ici. On voulait que la décharge soit un lieu où règne l'ordre. Et puis, on a décidé de les laisser faire. Et maintenant, ils sont environ 1000. Ils s'organisent entre eux. C'est pas notre affaire. Ils viennent ici, ils sélectionnent les matériaux qu'ils veulent, ils les emportent et les revendent. Les collecteurs ont l'œil bien exercé. Au milieu des immondices, ils découvrent des objets susceptibles d'être revendus. Beaucoup de ces collecteurs se sont spécialisés. Certains, par exemple, vont ramasser uniquement des sachets en plastique. Et ils ne prendront pas les bouteilles en PET, parce que c'est un autre type de plastique. Ils sont très attentifs à ce qu'ils prennent. D'autres sont spécialisés dans le papier et le carton. La décharge est un vrai gisement de matières premières et une gigantesque entreprise informelle. Les matériaux les plus précieux sont les déchets électroniques. Les batteries notamment se revendent très bien. En bordure de la décharge se trouve le dépôt, avec de gros sacs remplis de détritus triés par catégorie. Les collecteurs sont méfiants et gardent leur distance. Jimmy est le représentant officiel du service de gestion des déchets et il respecte son autorité. Qu'est-ce que tu ramasses, toi? Du caoutchouc, du fer? Je ramasse du caoutchouc, du fer, de l'aluminium, du cuivre. Tu ramasses tout, alors? Ouais, on ramasse tout et on le vend. Un collecteur peut gagner l'équivalent de 3 ou 4 euros par jour. Un salaire âprement mérité, mais 3 fois supérieur aux revenus qui déterminent le seuil de pauvreté au Nigeria. C'est un travail salissant, mais l'argent, lui, n'est pas sale. Ces gens-là créent leur propre emploi. Quand vous y regardez de plus près, vous vous rendez compte qu'en termes économiques, les collecteurs de déchets génèrent environ 5 millions de naira par jour. Cela équivaut environ à 26 000 euros qui changent de main grâce à l'activité de ces personnes. Mais cet argent est durement gagné. Une dispute éclate entre un ramasseur et un peseur, ces hommes qui pèsent les déchets collectés. Le prix est calculé en fonction du poids, et le peseur estime que le ramasseur a surévalué le poids de son paquet. Il veut vérifier. Chef, pourquoi vous repesez? J'aime pas ça. Et moi, j'aime pas qu'on se moque de moi. On va repeser. « 35 kilos. » Samsen Ndobwizi a fait carrière en tant que peseur sur la décharge. Il dirige quelques collecteurs et gagne un peu plus, environ 100 euros par mois. Son travail est aussi un peu moins salissant. Les conditions de travail vous ont surpris quand vous êtes arrivé? Non, j'ai pas vraiment été surpris. Un boulot, c'est un boulot. Peu importe combien on te paie et peu importe ce qu'on te demande. Il faut être patient. Tôt ou tard, Dieu tournera ses yeux vers toi. Pour travailler selon le système D, il faut avoir les reins solides. C'est une économie où seuls les plus forts survivent. Je ne dirais pas qu'ils sont contents de leur sort. Ils veulent tous s'en sortir. Ils veulent progresser, ne plus être collecteurs de déchets et ouvrir un jour leur propre commerce. À mon avis, aucun d'eux n'a envie de rester collecteur jusqu'à la fin de ses jours. Mais avec ce boulot, ils gagnent de l'argent qu'ils envoient à leur famille pour payer les loyers et la nourriture. Ils espèrent tous qu'un jour ils pourront ouvrir leur propre business et s'en sortir encore mieux. Le travail des cueilleurs et des peseurs génère d'autres activités.
Sur la décharge, des vendeurs d'eau, de cigarettes et de cannes à sucre se sont installés. L'endroit s'apparente à une zone commerciale et il attire de plus en plus d'entrepreneurs. Qu'est-ce que vous vendez? Des produits génériques. Ça, c'est de l'ail? Ça, c'est un mélange ail et oignon. C'est très bon contre l'hypertension. C'est bon contre le paludisme, le typhus, la fièvre. Et ça, c'est riche en oméga 3. En oméga 3. Oui, c'est bon pour le cœur. Ça nourrit le cerveau et c'est bon pour le nez. Les affaires marchent bien? Oui, c'est fantastique. Fantastique! Nous sommes de retour à Oshodi. Les gens qui habitent dans ce quartier de Lagos sont tous auto-entrepreneurs. Ils travaillent dans le système informel, sans la moindre couverture sociale. C'est ici que vit Ario, le réparateur de DVD du marché d'Oshodi. Robert Newheirs est en route pour se rendre chez Ario. Comment ça va? Ouais, je vais bien. Content de te voir. Ouais, pareil. Et toi, ça va? Ah, ça va. Il peut pas jouer, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant? Parle-moi un peu de ta chambre. En fait, c'est une chambre assez simple. Mais parfois, les gens qui viennent me voir me disent « J'aime beaucoup la déco, qui a fait ça ?» Et je leur dis que c'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi. J'aime les couleurs un peu flashy, les couleurs qui attirent l'attention. J'aime vraiment bien ça. Je suis un peu artiste. C'est quoi ça? C'est un poste de police. Ils m'ont demandé de leur faire la peinture extérieure. Au Nigeria, les couleurs de la police sont le bleu, le jaune et le vert. Et t'as été payé pour ça? Ouais. Ils m'ont proposé ce travail et ils m'ont payé. Mais je leur ai fait un prix d'amis. Parce qu'au Nigeria, c'est bien d'avoir des amis dans la police. Et maintenant, t'as des amis dans la police. Ouais, parce que je leur ai fait un prix. C'était une bonne chose de travailler pour la police. Tu travailles sur le marché de l'électronique. Tu travailles sur le marché du téléphone mobile. En plus de ça, tu fais de la peinture et tu danses. Oui, T'es un homme aux talents multiples. ouais, parce que dans la vie, quand on arrête d'apprendre d'une certaine manière, on arrête de vivre. Donc apprendre, c'est ta façon de vivre, c'est ça? C'est ma vie. Dans l'Afrique qu'on dit pauvre, le système D génère des emplois, des revenus et du pouvoir d'achat. Une sorte de classe moyenne est en train de se constituer. En Afrique, une grande partie de l'activité économique est réalisée par les femmes. Robert et Ario se rendent chez Morenike Suleiman, qui tient une boulangerie de l'autre côté de la rue. Je m'appelle Ario, et voici Monsieur Robert. Je suis Madame Suleiman. Bonjour, Madame Suleiman. Vous pouvez me parler un peu de votre affaire? Oui, bien sûr. Mais regardez d'abord ce que j'ai fait pour vous. Oh, très joli. Est-ce que vous faites aussi des commandes spéciales? Bien sûr. Celle-ci est presque terminée. C'est un gâteau pour un 6e anniversaire de mariage.
Là, nous préparons un nappage. On s'en sert pour décorer le gâteau. Admettons que vous soyez un client et que vous me demandiez un gâteau de la même couleur que cette veste que vous portez. Eh bien, je pourrais le faire et je vous dirai ce que ça vous coûtera. Je pourrais tout reproduire, même les coutures. Vraiment? Oui, je vous assure. Waouh, vous êtes une artiste. Plus ou moins. Mais il faut être précis dans l'estimation du prix. Si vous vous trompez dans le calcul du prix, tout votre travail sera perdu. Il ne faut pas se tromper dans ses calculs et il faut se concentrer sur son travail. L'affaire de Madame Souleyman se porte bien. Elle livre ses gâteaux à une chaîne de supermarchés et réalise l'équivalent de 160 € de bénéfices par mois. Ce n'est pas la fortune, mais ce n'est pas non plus la pauvreté. Son problème majeur, ce sont les pannes de courant. Une boulangerie ne peut pas se passer d'électricité. Et sans les ventilateurs, la chaleur est insupportable. Le réseau électrique nigérian n'est pas très stable. Avant, la compagnie nationale s'appelait Nigerian Electric Power Authority, dont l'acronyme est NEPA. Mais les gens continuent à l'appeler comme ça. Et donc, à chaque panne, ils vous expliquent que NEPA est en fait l'acronyme de Never Expect Power Always. Ce qui signifie « ne crois pas qu'il y aura du courant tout le temps ». Et quand le nom de la compagnie a changé, les gens ont dit que c'était le problème qui avait changé de nom. Aujourd'hui, l'électricité va être privatisée. Et je suis sûr que les Nigérians trouveront une blague quant à la mauvaise qualité de leur électricité privatisée. Au coin de la rue, Robert et Ario se rendent à l'atelier d'usinage mécanique de Mufutao Adebayo. Ici aussi, le générateur tourne à plein régime pour alimenter les machines qui fabriquent des pièces détachées. Car au Nigeria, les pièces détachées de marque sont extrêmement chères. Je vois que votre générateur alimente tous vos équipements. Mais est-ce que vous pourriez le couper le temps de l'interview? C'est possible? Merci. On peut le faire? Super, merci. Merci. Donc pour le moment, il n'y a pas de NEPA, pas de courant. C'est un problème, non? Ouais, c'est vrai. Le générateur nous coûte 4000 Naira par jour. 4000? Oui, par jour. Par jour? Et combien vous payez pour le NEPA? 20 000 Naira. 20 000? Ouais, par mois. Par mois? Parfois c'est 30 000. Ça dépend. Et vous devez payer que vous ayez du courant ou pas? Donc même en ce moment, alors qu'il n'y a pas de courant? On doit payer. C'est pas très réglo. Ouais, mais on ne peut rien faire. Donc ça, ce sont les encoches. Ouais. Et vous les taillez à la fraiseuse? Oui, c'est ça. Un travail comme celui-ci vous rapporte combien? Ça dépend du matériel sur lequel on travaille. Oui. Et de son prix. Pour cette pièce, on ne peut pas demander plus de 45 000 Naira, pas plus. Et vous payez des impôts? Vous pouvez me dire la vérité. Allez, dites la vérité. Parfois, avant qu'on nous passe la corde au cou, on paye. Mais quand on peut éviter... Vous ne payez pas. Ah, je ne vais pas vous raconter d'histoire. On prend le Nigeria comme il est. Et le gouvernement, il fait quoi pour vous? Rien du tout. Pas d'électricité, pas de subventions? Le gouvernement ne nous donne rien. Personne ne nous donne de l'argent pour tout ça. Et les banques? Elles ne vous donnent pas de crédit? Admettons qu'il vous faille 10 millions de Naira, bien sûr les banques vont vous les prêter, mais sur 3 ou 6 mois, pas plus. Donc pas de prêt à long terme? Aucune banque ne vous prêtera de l'argent à long terme. Et les intérêts sont très élevés. Je vois. 20 ou 25%.
Si vous empruntez 10 millions de Naira, vous paierez 25% tous les mois. Comment vous voulez vous en sortir? Il vaut mieux renoncer au prêt et vous débrouiller avec le peu que vous avez. Croyez-moi, ici, si vous prenez un crédit, mon frère, vous avez tout faux. Je vois. L'État ne fournit aucune aide. Pourtant, les moyens financiers sont là. Le Nigeria est l'un des plus gros exportateurs de pétrole. Des exportations estimées à 280 milliards de dollars sur ces 30 dernières années. Mais les entreprises n'en profitent pas, ni en termes d'infrastructures, ni en termes de subventions. Du coup, les informels restent informels. Pour la plupart des gens, parler de l'économie formelle n'a aucun intérêt. L'économie formelle est une fiction créée par les grandes entreprises et les gouvernements. Pour 80% des gens que vous voyez ici, à Maryland, dans ce quartier de Lagos, pour 80% des gens, c'est-à-dire 4 personnes sur 5, l'économie réelle est l'économie informelle. Et c'est sur elle qu'il faut se concentrer pour créer la croissance, puisque c'est là que sont les emplois et les opportunités. À 1000 km au nord-ouest se trouve Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Comme au Nigeria, 4 personnes sur 5 travaillent dans l'économie informelle. Comment faire pour permettre à cette économie de micro-entrepreneurs de se développer et pour faciliter leur transition vers l'économie formelle? Ici, comme au Nigeria, les demandes de crédit sont nombreuses. L'économiste allemand Michael Grimm et sa collègue africaine Fadima Bokoum étudient l'impact de ces crédits sur le développement économique. Au Burkina Faso, les gens se lancent généralement avec un équipement minimum. Ils créent de très petites entreprises, la plupart du temps sans embaucher de personnel, et avec l'aide de quelques membres de leur famille. Et à partir du moment où ils vont avoir les moyens d'investir, ils vont acheter des machines pour développer l'entreprise et améliorer leur productivité. Et ils vont embaucher. Et là, ce sera le point de départ d'un mécanisme de croissance. Mais sans crédit, cette étape est difficile à réaliser. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Mariam Bambara et Christophe Kaoma ont sollicité un crédit pour leur entreprise. Le motif, c'est pour un fonds d'investissement, c'est pour achat des machines. Vous avez une idée du montant? Oui. Bon, la machine fait 150 000. Donc moi, j'ai besoin au moins de 2 machines. En ce moment, les 400 000, vous allez les payer sur 12 mois. Alors, comment c'était? Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Okay, donc Mariam Bambara a obtenu un prêt à 8%, un taux d'intérêt intéressant. Au Nigeria, il serait de 25%, mensuel. Chaque mois, elle remboursera 36 000 francs CFA, soit 55 €. Monsieur, chez vous. Pour moi, je n'ai pas eu le prêt tout de suite. C'est juste comme mes crédits. Parce qu'il me restait un mois avant de puiser le crédit. Okay. Voilà, donc ils m'ont demandé de puiser d'abord le crédit. Vous devez d'abord rembourser l'ancien crédit. Oui. Une fois remboursé. Avant de m'adhérer au nouveau crédit, maintenant individuel. Contrairement aux micro-entrepreneurs de Lagos, les Burkinabés peuvent obtenir un crédit à long terme et avec un taux d'intérêt soutenable. Je vais essayer d'aménager ma caisse. La caisse à outils, en fait, la caisse à outils, tu vois, il y a des clés, mais ces clés sont un peu fatiguées. Utilisées, donc il faut les remplacer. Christophe Kaoma veut également changer le toit. La pluie passe au travers, ce qui gêne les clients et endommage les motos. Voilà un panneau qui indique, voilà, mécanicien Christophe. Voilà, mécanicien Christophe. Et je vais innover, hein. Je vais essayer de mettre mécanicien, mettre le nom du garage. C'est quoi le nom du garage? Oui, le nom du garage, je vais essayer de mettre Wen Malarda. Wen Malarda, bon, je vais essayer de nouveau. Ça veut dire quoi? Wen Malarda, que Dieu arrange. Ok, que Dieu arrange. Voilà. C'est bien. Que Dieu arrange. Christophe Kaoma veut développer son garage pour attirer plus de clients.
Et il ne manque pas d'idées. Mais pour réaliser leurs idées, les artisans, vendeurs ambulants et auto-entrepreneurs africains ont besoin de crédit. Tout comme n'importe quel entrepreneur dans l'économie formelle. Mariam Bambara a elle aussi besoin d'un prêt. Elle a déjà sa boutique, une clientèle et 3 collaborateurs. Mais elle souhaite s'agrandir. Et pour cela, elle veut acheter 2 machines à coudre. Elle restera là. Celle-ci aussi restera là. Ça sert à faire la finition. Ça, c'est la plus chère, non, la machine? Oui, la machine la plus chère, parce que ça fait la finition en même temps la couture. Oui. Et là, maintenant, les fauteuils, je vais les déplacer. Je vais déplacer les fauteuils, je mettrai encore une autre machine par là. Une machine? Oui, une autre machine par là. Une machine industrielle, bien sûr, de qualité pareille. Okay. Voilà. Et maintenant, dehors, il y a l'espace que j'ai. Ici, ça donne un atelier pour à peu près 4-5 personnes qui peuvent travailler sur les machines? Ici, il faut bien voir 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Et maintenant, dehors, là. Donc ici, le canapé, ça va partir? Oui, le canapé va partir là. Et maintenant, c'est par là, c'est cette partie-là que je vais essayer d'exploiter. Donc ça fait partie encore de votre terrain? Voilà, ça fait partie de mon terrain. Et là, maintenant, on va enlever cette partie-là. On va faire tout, c'est un truc tout vitré. OK. Et les réceptions, ça sera oui, ça sera à ce niveau-là? À ce niveau-là. Prenons le cas de cet atelier. Si on investit 1 000 €, on peut estimer que sur les 12 prochains mois, ces 1 000 € vont générer 600 € de profit. Et c'est un investissement qui ira dans des biens d'équipement, donc du matériel qui pourra être exploité sur 5 à 10 ans, voire plus. Donc le rendement potentiel est très intéressant. Et ce sont les entreprises de ce genre qui génèrent de la croissance au niveau microéconomique. Elles investissent, elles créent des emplois et elles apportent la croissance à une large part de la population. Retour sur la décharge de Lagos. Nous sommes vendredi après-midi et l'activité a un peu ralenti. Mais les affaires continuent. Les collecteurs attendent les camions des entreprises qui viennent chercher les déchets qui serviront de matière première. Cette semaine, tout le monde a gagné de l'argent. Certains ont même fait de très bonnes affaires. Dans son dépôt, Samsen trie les papiers que les collecteurs continuent de lui apporter. C'est du blanc. C'est du blanc, donc même le vert est blanc. Oui, comme celui-ci. Comme le jaune. Oui, c'est ça. Ils s'en servent pour faire du papier toilette. Ils enlèvent la couleur. Non, ils le mélangent à des produits chimiques et ça transforme la couleur en blanc. Et ensuite, ils en font du papier toilette. Voilà, c'est ça. Le camion de l'entreprise Boulos est arrivé. Cette société utilise les vieux papiers collectés par les ramasseurs pour produire des essuie-tout et du papier toilette. L'approvisionnement en vieux papier est constant et Boulos achète tout. Les ramasseurs bénéficient ainsi de revenus réguliers. Mais l'économie formelle réalise des profits considérables. Elle verse un prix modique aux collecteurs pour lesquels elle ne paie ni charges ni couverture sociale. Voici un rouleau de papier toilette rose, fabriqué par la société Boulos. Cette entreprise achète sa matière première à Samsen et à ses collègues. Ce rouleau de papier coûte l'équivalent de 30 centimes d'euros et son poids varie entre 20 et 50 grammes. Or, l'entreprise paie au collecteur 5 centimes d'euros pour 1 kilo de vieux papier.
On ne peut pas dire que les collecteurs soient bien payés. Après, il faut traiter ce papier pour le rendre hygiénique, ce qui entraîne des frais fixes. Mais le fait est que les bénéfices de l'entreprise sont nettement supérieurs à ceux des collecteurs. Alaba, le plus grand marché de l'électronique d'Afrique de l'Ouest. 10 000 commerçants et près de 100 000 euros de volume d'affaires par jour. Robert Newhirst a besoin de l'autorisation du directeur du marché pour réaliser ses interviews. Beaucoup de vendeurs assimilent Robert au gouvernement. Et celui-ci n'est pas très populaire. Le gouvernement n'a rien fait pour soutenir les commerçants du marché. Il n'y a pas de crédit et les infrastructures du marché n'ont pas été développées. En revanche, le gouvernement continue à encaisser des taxes et des impôts. Dans le port, ils perçoivent la TVA. Ensuite, il y a l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Des impôts et des impôts. Et en échange, ils ne proposent rien. Nous, la seule politique que nous connaissons, c'est celle du ventre plein. Ici, les gens gagnent leur repas du soir le jour même. Le gouvernement est pratiquement absent de ce marché. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les gens qui l'ont mis en place eux-mêmes. Le marché a sa propre police, la Task Force. Elle assurera la sécurité de Robert dans sa tournée des commerçants. Mais elle lui dira aussi où il pourra se rendre et où il devra s'abstenir d'aller. Comme partout, les pannes de courant sont le problème majeur et elles freinent le développement économique. Sur le marché d'Alaba, des milliers de générateurs tournent. Bruit, puanteur, gaz d'échappement. L'Afrique ne produit pas de générateurs, donc ils viennent de Chine. Quand vous allez en Chine, combien de générateurs rapportez-vous? Il y a un modèle assez petit appelé Tiger, que même les pauvres au Nigeria ont les moyens de se payer. Vous en vendez combien? J'en vends à peu près une cinquantaine par jour. 50 par jour? Alors vous faites de la vente en gros? Oui, je suis grossiste. Et vous seriez heureux de perdre le marché des générateurs? Oui, j'en serais très heureux. Je passerais à autre chose qui serait tout aussi indispensable. Je vendrais des postes de télévision et des réfrigérateurs. Vous voyez, ces appareils sont indispensables dans les foyers, comme les gazinières. Mais les générateurs constituent encore un marché lucratif. En important ces générateurs, les vendeurs ont créé les conditions du développement technique dans ce pays. Et ça, c'est une grande réussite. D'autant qu'ils ont fait ça tout seuls. Il y avait une opportunité et ils l'ont saisie. Et comme vient de le dire notre ami, dans ce magasin de générateurs, il se réjouit du jour où le marché des générateurs n'existera plus. Parce qu'il sait que le progrès, ce serait d'avoir un réseau électrique stable dans tout le pays. Pour moi, quelqu'un qui dit ça, c'est un patriote et non pas un dangereux criminel. Sans les nombreux vendeurs des rues, il n'y aurait aucune infrastructure. C'est notamment vrai pour le téléphone. Le Nigeria n'a pas de réseau fixe. À tous les coins de rue, des vendeurs proposent des cartes prépayées pour l'équivalent de 2 €. Sur la carte figure un numéro auquel Robert envoie un SMS. Aussitôt, l'opérateur débloque les unités que Robert a achetées. Pourriez-vous estimer votre chiffre d'affaires quotidien en Naira? En une journée, j'arrive à vendre environ 200 cartes prépayées, ce qui fait 20 000 Naira. Ça peut aller jusqu'à 30 000 Naira. Quand je vends pour 20 000 Naira de cartes, je gagne 1 000 Naira. Pour 30 000 Naira, je gagne 1 500 Naira. Mais c'est juste un travail provisoire? Oui, c'est provisoire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire en plus de ça? Financer mon éducation. Votre éducation?
À l'université, par exemple? Oui. Mais elle ne garde que 5% de ses ventes. 95% vont aux grossistes et aux opérateurs. Robert Newirth se rend chez le plus gros opérateur téléphonique du Nigeria. Comme souvent, un embouteillage transforme la route en supermarché de plein air. Robert obtient une interview auprès de la société MTN, un opérateur de téléphonie portable sud-africain. Celui-ci vient de publier son bilan pour l'année 2013 avec des recettes de plus de 3,5 milliards d'euros. En 2001, nous sommes partis de zéro. Et à l'époque, toutes les études affirmaient que vraisemblablement, nous ne dépasserions pas le nombre d'1 million d'abonnés en 5 ans. En 2013, soit 12 ans plus tard, nous en étions à 55 millions d'abonnés actifs. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, 55 millions de personnes, c'est la population de l'Afrique du Sud. Un marché énorme, porté par les vendeurs de l'économie informelle, mais dont les principaux bénéfices vont à l'économie formelle. Les téléphones portables, même hors d'usage, rapportent beaucoup d'argent. Ces téléphones génèrent de nombreux déchets électroniques qui contiennent des produits nocifs pour la santé et l'environnement. Mais ils alimentent un autre marché pour des gens comme Dirty Boy et Rachid. Ceux-ci rachètent les vieux portables et autres déchets électroniques aux chauffeurs des camions, qui récupère ces précieux détritus. Robert demande à Rachid combien il paie pour un téléphone portable. Combien te coûte un téléphone usagé? 50 Naira. Ok, et ça lui rapporte combien? 1 kilo de téléphone rapporte 3000 Naira. 1 kilo de ces platines, ça fait 60 platines comme celle-ci, ça fait 700 Naira. Et il en faut 5 pour faire 1 kilo. Il les achète 100 Naira, ce qui fait 100% de bénéfice. Ils valent 200 Naira pièce et il les achète pour 100 Naira. Quand il achète pour 5000 Naira de matériel électronique, il fait un bénéfice d'environ 2000 Naira. 2000 Naira de bénéfice, ok. Environ 9 euros. Et avec ce qu'il a collecté aujourd'hui, c'est une bonne journée? Il dit qu'il a ce qu'il lui faut. Donc c'est une bonne journée? Vous êtes content? Je suis content. Jimmy accompagne Rachid et Dirty Boy dans un bidonville en bordure de la décharge. Autrefois, les gens vivaient directement sur le dépôt d'ordures. Mais cela a été interdit pour des raisons d'image. Ces baraques ont été construites à ce moment-là. Ici aussi, le commerce des portables va bon train. Cette boutique recharge les batteries des téléphones. Et visiblement, les clients sont nombreux. Dirty Boy et Rachid ont un entrepôt pour les déchets électroniques qu'ils achètent. Ils ont investi beaucoup d'argent. Leurs déchets sont précieux et pourraient susciter des convoitises. Et vous n'avez pas peur de vous faire voler votre matériel? Bien sûr qu'on a peur d'être volé. Mais nous nous en remettons à Dieu. Il veille sur nous. Et si quelqu'un vous vole quand même? Il revendra facilement ce qu'il a volé. Nous ne sommes pas les seuls ici. Il y a beaucoup d'acheteurs potentiels. Ils entreposent le matériel ici et espèrent que Dieu le protégera. Quand ils nous apportent la clé, on met tout dans cette remise. C'est pour ça que nous sommes installés ici. Parce que chaque mois, on paye un loyer pour cette remise. Vous voyez cette balance? Avant de livrer nos objets à l'entreprise, nous pesons ce que nous avons.
Combien cela vous rapporte-t-il par mois? Par mois? C'est pas très régulier. Je peux pas trop vous dire. Ça dépend de ce que je vends sur le marché. C'est là qu'on fait notre argent. En ce moment, c'est la crise. Alors parfois, il n'y a pas de marché. On dépend du marché. Son affaire comporte un risque, car il doit acheter la marchandise qu'il revend. Vous payez des impôts? Oui. Mais non, tu n'en payes pas. Ils n'en payent pas. J'en paierai quand mes enfants iront à l'école. Ce qu'en Europe nous appelons l'économie informelle ou parfois le marché noir, eux ils l'appellent l'économie de la débrouillardise. C'est une économie de l'autonomie. Et je trouve que c'est une appellation beaucoup plus gratifiante que le terme de marché noir, qui évoque l'underground et la délinquance. L'économie de l'autonomie, c'est l'économie du do-it-yourself. Comprendre et accepter cela, c'est respecter la dignité de ces gens et reconnaître leur travail. Dans le quartier d'Arillo, c'est le début de l'après-midi et les écoliers rentrent chez eux. La scolarité obligatoire dure 6 ans. À 12 ans, la plupart quittent l'école primaire pour apprendre un métier. Mais en matière de formation professionnelle, l'offre de l'État est quasi inexistante. Les millions de jeunes Nigérians n'ont d'autre choix que de passer par les entrepreneurs informels, comme la boulangère Morenike Suleiman. J'adore la pâtisserie, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. La préparation des gâteaux, la décoration. On peut être assez créatif. Avec ça, on peut gagner de l'argent pour ensuite créer sa propre affaire et travailler pour soi. C'est mon objectif. Je suis venue me former ici pour pouvoir travailler à mon compte. Ici, les étudiantes, comme Morenike Suleiman appelle ses apprentis, acquièrent les bases du métier. Elles apprennent à gérer une affaire, ainsi qu'une certaine philosophie de travail. C'est ce que j'enseigne à mes étudiantes. Même pour les petites commandes, applique-toi. Si le prix n'est pas correct, refuse la commande. N'improvise pas et travaille avec plaisir. C'est beau. Et en tout, combien d'étudiantes avez-vous? Environ 17. 17. Oui. Certaines sont absentes. J'ai les étudiantes de l'après-midi et celles des week-ends qui ne viennent que le samedi. En fait, vous êtes une académie. Vous faites de la spécialisation. Et les affaires marchent bien pour vous? Oui. Mon but est de créer une grande académie. Un gâteau en forme de livre et un vase d'où s'écoule la sagesse. Le gâteau de la sagesse. Un cadeau d'anniversaire destiné à un avocat. Les entrepreneurs du système D transmettent leur savoir-faire à la génération suivante. Mais sans examen officiel, sans diplôme reconnu par l'État, ces apprentis n'auront rien en main pour prouver qu'ils ont effectivement suivi un cursus de formation. Le mécanicien outilleur Mufutao Adebayo explique à ses apprentis comment tailler une roue d'engrenage dans un bloc de métal. Les murs de son atelier sont couverts d'indications techniques et de numéros de téléphone de clients. À l'extérieur, la mère d'Arillo propose des épis de maïs grillés. Elle en vend 150 par jour, cela lui suffit pour vivre.
Mais elle ne peut exercer cette activité que tant qu'elle est en bonne santé. Dans le système D, le moindre problème de santé peut avoir des conséquences graves. Ça, c'est une longue histoire. C'est pas une très jolie cicatrice. C'était en 2007. J'étais allé à une compétition de danse. Au moment où je rentrais, il y a eu des émeutes dans les rues. Les gens se battaient. Je ne savais pas ce qui se passait. Et je me suis pas enfui. L'un des émeutiers m'a attaqué par derrière. Je ne sais pas d'où il sortait. Il m'a frappé avec un tesson de bouteille et il s'est sauvé. Je perdais beaucoup de sang et j'ai pas pu l'attraper. J'ai été emmené à l'hôpital et là, on m'a dit de m'asseoir, on m'a fait boire un médicament et j'ai reçu les premiers soins. Ils ont nettoyé la plaie, ils m'ont fait une piqûre et je me suis endormi. Après, ils m'ont dit de ne pas faire travailler ce bras pendant 6 mois. 6 mois. Pour moi, c'est comme 6 ans. Je leur ai dit, 6 mois, c'est beaucoup trop. Et j'ai commencé à muscler les bras. J'ai un banc de musculation, je peux vous le montrer. Je m'en sers pour les bras et maintenant, ils sont assez forts. Je les ai beaucoup travaillés. Ario a eu de la chance. Son employeur de l'époque a financé les soins pour sa blessure. Mais comme tout le monde, il sait qu'ici, ceux qui tombent malades ne génèrent plus de revenus et que, sauf exception, ils devront payer le docteur et les soins de leur poche. Pour survivre, il faut rester fort et en bonne santé. De retour au Burkina Faso, à 1000 km au nord-ouest de Lagos. L'économiste Michael Grimm étudie les retombées d'une assurance maladie sur l'activité économique. Nous avons constaté que les micro-entrepreneurs locaux, en plus de leurs problèmes d'accès au crédit, sont exposés à toute une série de risques contre lesquels ils ne sont pas assurés. Et l'un des risques les plus importants est celui de la maladie. À 1 heure de route de la capitale Ouagadougou se trouve la ville de Komsilga. Comme dans le reste de l'Afrique, les maladies infectieuses constituent un problème important. Environ un quart de la population souffre de paludisme. Mais la polio, la tuberculose, la dengue et le sida sont également très fréquents. Komsilga dispose d'un petit dispensaire. Et voici l'ambulance. Le traitement contre le paludisme coûte 4 €, soit le revenu de 3 jours. Mais souvent, il faut plusieurs séances. Quand toute une famille est touchée, les soins reviennent chers. L'argent est donc mis de côté à titre préventif, au lieu d'être investi dans le développement de l'activité. Une assurance maladie a récemment été créée pour prendre en charge les frais médicaux. Nous espérons que cette assurance encouragera les gens à investir, parce qu'ils pourront se permettre de dépenser de l'argent en biens d'équipement, au lieu de le conserver chez eux, en prévision d'un éventuel problème de santé. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ruth Ilboudo est agricultrice à Komsilga. Elle a souscrit une assurance maladie. Et les poules sont là-bas? Oui, ils sont ici. Oui, nous montrer. Ruth souffre de paludisme. Cette année, elle a dû se faire soigner à 3 reprises. Son assurance maladie coûte le prix d'une consultation. Ruth a ainsi économisé le prix de 2 consultations qu'elle a investi dans l'achat de poules et de chèvres. Il y en a combien, les frissons? Ça vaut 40 ou... Mais Ruth est une exception. Au Burkina Faso, seuls 5% des travailleurs informels sont assurés. Pour beaucoup, le prix reste trop élevé. Ça là, c'est nous-mêmes qui ont cultivé ça. Voilà, c'est ça là comme ça. C'est ici les champs. Voilà. Les barrières culturelles aussi, c'est que, comme on dit dans notre langage, il ne faut pas prévoir sa maladie.
Et en adhérant donc à la mutuelle, c'est comme si je prévoyais de tomber malade. Alors qu'il ne faut pas prévoir son malheur, ça attire le malheur également. Donc c'est entre autres raisons qui donc expliquent un peu la faible adhésion à l'heure actuelle donc aux mutuelles de santé. Mais les faits montrent que les ressources financières libérées par l'assurance maladie sont effectivement investies dans l'activité. À présent, Ruth projette d'agrandir son élevage. Elle veut produire plus de viande et d'œufs pour les vendre au marché. Et elle ajoute en plaisantant qu'elle a bien l'intention de devenir millionnaire. Plus tard, elle viendra en aide à ceux qui n'ont pas souscrit à l'assurance maladie. La mutuelle lui a permis d'augmenter le niveau de vie de sa famille. Pour la première fois, Ruth a ses propres revenus. Elle n'est plus financièrement dépendante de son mari. De retour à Oshodi, le quartier d'Ario et de ses amis entrepreneurs qui vivent de leur débrouillardise et de leur créativité. L'essor économique de l'Afrique est manifeste. Il est l'œuvre de tous ces travailleurs informels qui, comme Ario, sont fiers de leur savoir-faire et de ce qu'ils accomplissent par leurs propres moyens. Je viens d'Oshodi, mais je veux parcourir le monde. C'est mon rêve et mon objectif en tant que danseur. J'ai mon quartier et les gens qui dansent avec moi. Je suis un big boy. Mon style, c'est la danse. C'est ma vie, c'est ici que je suis chez moi.